Dans ce tuto, nous allons voir simplement à quoi servent les différentes fenêtres de cinéma 4D. Vraiment, c'est un survol, donc ça va être très rapide. Juste que vous sachiez un petit peu à quoi vous avez affaire quand vous ouvrez le soft. Première chose, la première grande fenêtre que vous avez ici, dans laquelle on se trouve, c'est le viewport. Ça nous permet de tourner autour de nos objets qu'on va fabriquer. C'est vraiment notre scène principale 3D, comme on se l'imagine. Au passage, si je clique maintenant sur le bouton du milieu de ma souris ou sur ce bouton-là, ça nous permet d'avoir 4 vues carrément pour la même scène, hein, qui nous permettent de voir par-dessus la vue haut, ou la vue droite, ou la vue avant de notre même scène. C'est vraiment la même scène représentée de manière différente. Là, je refais le bouton du milieu pour revoir le tout. Ensuite, si on regarde simplement ici le haut de notre écran, on a toute une série de menus. C'est assez long, assez fastidieux. On verra d'ailleurs pas tout dans le cadre de notre cours. D'autant plus que beaucoup de ces fonctions sont atteignables autrement, par les icônes, comme d'habitude par les menus contextuels et ce genre de choses. Ensuite, donc toute cette série de menus. Ensuite, si je vais un petit peu plus loin, j'ai cette série ici de boutons qui me permettra après de calculer notre image. Donc ici, on a une image qui est évidemment calculée par le moteur de rendu, la carte graphique de mon ordi, mais par contre, si je clique là-dessus, il me calcule une vraie image, et ça, c'est vraiment l'image finale, celle qu'on pourra rendre à notre client ou rendre tout court en fait. Voilà, ici j'ai cliqué sur le bouton du milieu de ce snap de rendu pour vous montrer que cette image a un format. Pour l'instant, évidemment, elle ressemble exactement à l'image de notre parallélépipède ici, hein, mais bien sûr qu'après, il y aura une différence. Le troisième clap ici, c'est les paramètres de rendu. Là aussi, beaucoup de paramètres qui vont nous permettre de gérer, par exemple, entre autres, la résolution de notre séquence ou la durée de notre séquence quand on voudra faire un rendu vraiment final, hein. Mais ça, c'est vraiment la toute dernière opération quand on a complètement travaillé notre scène, animé notre scène et tout ça, et qu'on veut en faire une image fixe ou un point mauve. Ensuite, ici à droite, on a une fenêtre très utile qui nous permet de voir toute notre scène comme au milieu, mais de manière très schématique. En fait, on voit que notre même cube ici a l'apparence là d'une ligne. Si je fais CTRL et que je glisse, ça nous permet de dupliquer dans Cinema 4D. Je vois que j'ai un deuxième cube que je peux déplacer comme ça. Et effectivement, il a une apparence ici particulière. On verra même qu'on peut mettre en hiérarchie les objets les uns dans les autres, ce qui nous permet, quand on bouge un objet, de faire bouger le second, donc celui-ci, en même temps en fait. Là, il ne sert pas à grand chose, je vais le supprimer. Mais cette fenêtre schématique est très utile. En plus, on a ici toute une ligne avec ce qu'on appelle des tags ou des propriétés dans Cinema 4D qui vont nous permettre de rajouter des propriétés justement à nos objets, des propriétés de rendu, des propriétés d'animation, des propriétés vraiment de toutes sortes possibles. C'est vraiment très visuel et très pratique. Pendant qu'on y est aussi, on a la partie ici en bas à droite qui est extrêmement utile dans ces 4D, c'est la fenêtre des propriétés, des attributs en fait, comme ils appellent. C'est très malin. En fait, le principe c'est que dès qu'on veut voir l'attribut, les propriétés d'un objet, notre regard va tout de suite se diriger en bas à droite de l'écran. Là par exemple, si je sélectionne mon cube, c'est tous les paramètres de mon cube qui vont se mettre ici. Là tout à l'heure je l'avais agrandi un petit peu, on voit que c'est ce paramètre taille Y hein, aussi qui est en train de se modifier avec la poignée qu'on a ici. Mais voilà, je pourrais par exemple ici rajouter ce qu'on appelle des biseaux, hein, faire en sorte qu'on ait les bords arrondis. Tout ça est vraiment faisable dans cette fenêtre des propriétés. Les paramètres de rotation, translation et scale font partie aussi. C'est très utile. À noter aussi que quand on va par exemple vouloir déplacer un objet, en fait, les attributs vont du coup concerner l'attribut du déplacement. Donc autrement dit, c'est les préférences en fait de l'outil déplacement que j'ai cliqué ici qui vont apparaître en bas à droite. Au début, ça vous paraîtra farfelu, mais comme je disais tout à l'heure, en fait, ce qui est très pratique, c'est que dès que vous voulez paramétrer quelque chose, dès que vous avez envie de changer un paramètre sur un objet que vous avez sélectionné ou un outil, c'est en bas à droite que ça va se passer, autrement dit ici. Ok, ensuite on a ici une petite fenêtre qui probablement sera par défaut invisible chez vous, qui va vous permettre de modifier les coordonnées de votre objet. Pour l'instant je vais la cacher, c'est pas forcément très utile pour l'instant. Toute une ribambelle ici d'outils qu'on apprendra à utiliser. Si je clique dessus, on voit que ça nous permet de créer des objets paramétriques qui vont du cube, comme j'ai ici,
à un cylindre, un terrain, un cône, même un pontin. Tiens, je vais le prendre ici pour vous montrer. Si je fais ça, on voit qu'on a un pontin ici. Euh, des objets vraiment paramétriques qui auront leurs propres paramètres ici en bas à droite. Un outil texte, bien sûr, qui va être très utile. Un outil vecteur qui nous permet de créer toute une ribambelle aussi d'effets et d'objets vectoriels. Là, on voit qu'on a une espèce de fleur qu'on peut de nouveau en bas à droite paramétrer un petit peu comme on le veut, le nombre de pétales, etc., etc. Et bien sûr on pourra aussi créer nous-mêmes nos propres vecteurs comme on a envie, comme dans Illustrator. Et surtout, on pourra importer des fichiers Illustrator de manière très facilitée. Ce sera vraiment très pratique. Ici, toute une panoplie d'outils qu'on apprendra à utiliser dans la modélisation. Là aussi, ça c'est propre à la modélisation. Ça c'est tout le module MoGraph, qui est un module juste énorme. MoGraph comme motion graphisme, hein, qui nous permet de créer des animations abstraites qu'on pourrait réutiliser après dans After Effects, qui sont vraiment c'est vraiment un des outils phares de cinéma 4D, je trouve. Des déformeurs ici qui nous permettent, là on voit l'icône, elle est assez parlante, qui nous permettent de déformer des objets, là on voit secousse, fondre, etc., etc. Déformer des objets de manière non destructive, ça veut dire que ça va s'appliquer comme des filtres. C'est-à-dire que si je fais fondre, comme on voit avec la glace ici, un objet, en fait il suffira d'enlever le filtre violet, là ici, déformeur, pour que l'objet ne soit plus fondu. Ça va être vraiment là aussi très pratique à utiliser. Des effecteurs, là aussi effecteurs randomisation, c'est plein d'effets qu'on pourra rajouter par-dessus. Tout ça on verra par la suite. Je passe peut-être celui-ci. Celui-ci, c'est des objets spéciaux, typiquement un ciel, un sol, un arrière-plan. Ça, ce sera la manière qu'on aura de mettre une couleur de fond, par exemple, sur notre scène. Vous avez vu tout à l'heure que quand j'ai cliqué sur le bouton rendu, on avait un fond noir. Et ben, grâce à ce type d'objet, on pourra changer ça. Cette petite icône représente une caméra. On a plusieurs types de caméras ici qu'on apprendra à travailler. Tiens, peut-être si j'en prends une pour vous montrer. Voilà l'icône caméra qui arrive ici. Toujours nos paramètres en bas à droite de la caméra, la distance focale par exemple, enfin plein de paramètres propres à la caméra, qui est un objet comme un autre, hein, dans ces 4D. Et de la même manière, ici les lumières, on a différents types de lumières, points, spots, les lumières surfaciques et ce genre de choses. Et là pareil, si j'applique une lumière, là tout de coup l'objet devient tout noir parce qu'il n'y a plus la lumière par défaut, mais en fait on voit que la position de notre lumière influe bien sûr sur notre scène. Et comme d'habitude, en bas à droite, on a plein de paramètres, notamment la couleur de notre lumière, l'intensité et plein d'autres paramètres qu'on apprendra à travailler par la suite. Ensuite, on voit ici que notre objet il est tout jaune pâle comme ça et pas du tout intéressant. On a bien sûr la possibilité dans ces 4D, comme dans tous les soft 3D, de mettre des couleurs, des matières différentes, même des images par-dessus. Alors ça, depuis la version R25 de Cinema 4D, la fenêtre propre aux matières est un peu cachée, c'est-à-dire que c'est cette icône-là en fait qui nous permettra de la faire apparaître. Et si je clique maintenant dessus, on a ici cette fenêtre qui apparaît, qui était là pour la petite histoire avant, hein. Maintenant, ils l'ont rapprochée, c'est vraiment très pratique, elle est proche de notre vue outliner ici. Et pour créer une nouvelle matière, là, je vais double-cliquer, j'ai une nouvelle matière qui arrive, je vais double-cliquer dessus. Je la fais un peu court, hein, ici c'est vraiment juste pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. On voit qu'on a ici des paramètres propres aux matières, hein, couleur, transparence, réflexion, relief. Tout ça, ça nous parle un petit peu et on apprendra bien sûr à travailler avec. Pour l'instant, on va voir que, je sais pas, je vais faire une couleur verte par exemple. Ici comme ça, rien d'autre. Là, je ferme mon image, ma fenêtre, je vois que j'ai ici ma matière verte. Et là, il suffira que je mette sur mon cube ici ma matière verte pour que ça devienne vert. Et je vois ici que la matière verte apparaît comme un tag, on appelle ça, comme j'ai dit tout à l'heure, une propriété Cinema 4D. Ça nous permet de voir du premier coup d'œil que ce cube a une matière verte, même que dans cette fenêtre-là. C'est de nouveau très pratique. Évidemment, je peux faire autant de matières que je veux, les attribuer après à mes différents objets comme je souhaite, quoi. Voilà, je vais juste me mettre, je sais pas, sur le pontin par exemple une autre couleur pour vous montrer. Voilà, je referme ma librairie de matière ici pour vous montrer qu'ici on a ce qu'on appelle notre timeline. Ça, c'est la gestion du temps. En fait, on a ici de la frame, on appelle frame les images, hein, frame 0 à la frame 90. Donc là, on doit être certainement par défaut pour l'instant à 30 images par seconde, donc 3 secondes.
Si je clique sur Play, ici, il ne se passe rien parce que rien n'est animé. Mais par contre, juste pour vous montrer que c'est très vite fait, je vais me mettre ici à la frame 0, sélectionner mon cube. Je vais dire à mon cube qu'à la frame 0, il soit ici, en cliquant sur l'option clé ici. Donc là, j'ai cliqué dessus, on voit qu'il y a une petite clé qui apparaît là. Si je mets à la frame 90, comme ça ici, je déplace mon cube, je le rotationne, et je reçois une clé. Et bien simplement maintenant, il a mémorisé mes deux clés, donc il va interpoler, en fait, c'est-à-dire qu'il va calculer la position et la rotation de mon cube pour chacune des images. Et on voit tous les petits points noirs ici représentent une des frames, en fait, et la position de mon objet, du centre de mon objet sur chacune des frames. Voilà, play ici, mais je ne vais pas aller trop loin pour l'instant. Là, le but c'est vraiment juste de voir comment ça fonctionne. Peut-être aller juste pour la petite histoire, si vous cherchez les paramètres d'animation et les courbes d'animation, surtout comme dans After, c'est en fait caché dans cette petite icône là. Si je clique, on a ici une fenêtre, là je vais l'agrandir un petit peu, une fenêtre qui est comme la fenêtre tout à l'heure, comme celle-ci là avec la timeline, mais beaucoup plus développée, bien plus améliorée on va dire. Et puis j'ai ici trois icônes, trois fenêtres différentes. On verra surtout celle-ci et celle-ci. Surtout si vous cherchez celle qui correspond à After, en fait c'est celle-là. Ça me permet maintenant de développer les paramètres que j'ai animés de mon objet, position, échelle, rotation. Et puis là, je vois que j'ai par exemple ici ma position X qui est modifiable, vraiment comme dans After en fait. On voit que là ça a une influence sur mon animation. Voilà, tout ça on apprendra aussi à le faire. Là, je vais replanquer ça. Ensuite, on a été un petit peu dans le sens des aiguilles de la montre. On a ici des outils. Alors là, je vais vraiment pas les développer parce que ça va être propre à la modélisation ici pour certains. Peut-être juste pour vous dire que ces trois icônes vous seront utiles et pas utiles. Utiles dans le sens que c'est fondamental, c'est la position, rotation et mise à l'échelle. Donc si je fais ça, je peux déplacer mon objet. Si je clique n'importe où, je fais déplacer sur n'importe quel axe, ici sur l'axe que je veux. Ici, rotation, pareil, là je fais les trois axes si je clique là-dessus. Par contre là je peux choisir un seul des axes, etc. etc. L'échelle aussi me permet d'agrandir mon objet. Pourquoi je dis que c'est pas forcément utile? Parce qu'en fait, j'utilise jamais ces icônes en fait, j'utilise tout le temps mon clavier. Il se trouve que ERT, on a un clavier QWERTY, c'est pas pour rien. Ici ERT, ça me permet d'avoir les trois doigts en fait en permanence dessus quand je bosse, les trois doigts de la main gauche. Et ça me permet de pouvoir déplacer mon objet, le rotationner. Je réfléchis même plus à ce que je fais en fait. C'est vraiment mes doigts qui savent sur quoi toucher et ça me permet d'éviter de cliquer toujours là-dessus. Ici l'outil de sélection qui là aussi est très pratique. Ensuite, peut-être encore toute dernière chose ici, on a ici nos trois axes, on peut verrouiller des axes pour ne bosser que dans certains axes, ça c'est une chose. On a surtout ici la librairie de toutes les scènes qui sont proposées dans Cinema 4D, et ça c'est vraiment très intéressant je pense pour vous, que vous alliez un petit peu grailler dedans. C'est-à-dire que on voit ici qu'on a plein de matériel et de scènes qui sont à disposition. Attention, depuis quelques versions, elles sont plus téléchargées d'office. En fait, elles sont à télécharger, c'est moins lourd pour nous, c'est pas mal. C'est très vite téléchargé. Et par exemple ici, on pourrait voir dans les scènes exemples, features, ici c'est vraiment, moi je vous conseille vraiment vivement d'aller regarder de temps en temps dedans, parce qu'on a tout ce qui peut être intéressant à faire dans ces 4D, qui est visualisable avec une scène particulière. Par exemple Sketch and Toon, voilà, qui est une manière de faire un rendu dessin animé, on va dire, toon, cartoon avec des objets 3D. Bon, en fait, ici, il suffit de télécharger une scène. Des fois, ça prend un peu plus de temps, hein, mais ici, j'ai ma scène qui est téléchargée. Là, je reclique pour la fermer. Donc, c'est vraiment une scène comme une autre. Hein. Je vois ici tous mes éléments qui sont à disposition. Ma caméra, une light qui est ici. Est-ce que c'est animé? On va voir ici. Oui, c'est même animé, en fait. On voit avec les déformeurs dont je vous parlais qui sont ici, hein, qui déforment là, les sapins, ce genre de choses, l'espèce de pattes d'ours là. Mais surtout, comme il parlait du rendu Sketch and Toon, je vais me dépêcher de faire un rendu pour voir si effectivement ça fait un rendu cartoon. Ici, c'est pas forcément flagrant. C'est peut-être le cas avec ces espèces d'arrondis par rapport aux lumières. Je pense que ce qui est surtout cartoon ici, c'est la modélisation. Mais ce que je voulais vraiment vous montrer, c'était ça, hein, c'est qu'on
On peut comme ça très facilement prendre connaissance du potentiel de ces 4D simplement par curiosité en allant regarder un petit peu là-dedans, voilà ici des personnages, vraiment tout ce qui peut être fabriqué dans le soft, quoi. Tout dernier là que j'ouvre encore juste pour vous montrer, hop, tac. Voilà, ici c'est un objet qui est fait avec un déplacement. Ce qu'on appelle le déplacement, c'est qu'on a une image en fait qui est positionnée en fait sur notre objet. Voilà, on la voit ici, notre image. C'est simplement, on voit une image noir et blanc. Tout ce qui est blanc va être monté, tout ce qui est noir va être considéré comme à plat. C'est exactement l'algorithme qui est utilisé pour Google Earth par exemple. Hein. Ce n'est que Google Earth télécharge des maps de la Terre au fur et à mesure que vous déplacez sur Google Earth, quoi, simplement. Est-ce que c'est animé ici? Je pense pas, non. On voit que c'est un petit peu lourd pour lui, hein. Chaque image lui prend une demi-seconde de calcul. Voilà, on a terminé le tour de ces 4D. On va voir dans les prochains tutos un peu plus en détail, par contre, comment utiliser un petit peu tous ces paramètres.